solution sur les automates programmables, toujours l'unité ATC et la fonction traitée. Alors, les systèmes automatisés. Un système est dit automatisé s'il exécute toujours le même cycle de travail pour lequel il a été programmé. La matérialisation d'un graphe 7 peut être réalisée de deux façons. Ou bien avec la logique câblée à base de bascule, elle est simple, mais elle est adaptée seulement à de petits systèmes figés. Ou bien avec la logique programmée à base d'ordinateurs, de microcontrôleurs ou des automates programmables industriels. Cette solution, elle a l'avantage d'être flexible et évolutive, puisqu'elle s'adapte facilement à tout changement. Ça veut dire s'il y a un changement des systèmes, on peut simplement changer le programme. Alors, structure d'un système automatisé. Alors, comme on a dit dans le cours de graphe 7, un système automatisé est composé de deux parties, la partie opérative et la partie commande. Ici, la partie opérative est pilotée par l'automate programmable, donc qui est alimenté par une énergie électrique. Alors, l'automate programmable reçoit des consignes par l'utilisateur par l'intermédiaire d'une interface homme-machine. Et l'automate programmable va commander les préactionneurs, c'est-à-dire il va donner des ordres aux préactionneurs. Et les préactionneurs distribuent l'énergie électrique adaptée aux actionneurs. Ces actionneurs vont convertir cette énergie en énergie utilisable et qui va agir sur le système. Alors pour les capteurs, normalement, ils donnent des informations, c'est-à-dire ils informent l'automate programmable, donc ils informent pour l'état de fonctionnement du système. Donc la partie opérative informe l'automate programmable. Donc il y a une communication entre la partie opérative et la partie commande. Alors pour les actionneurs électriques, on trouve par exemple un moteur. Il y a des moteurs à courant continu et des moteurs monophasés ou triphasés. Pour les actionneurs pneumatiques, on trouve des vérins pneumatiques ou hydrauliques. Les préactionneurs, donc par exemple, on a des variateurs de vitesse pour moteurs électriques ou des distributeurs électropneumatiques ou électro-hydrauliques pour l'énergie pneumatique. Et les capteurs, on a par exemple des détecteurs inductifs qui permettent de détecter la présence des objets métalliques, des détecteurs optiques, détecteurs de contact, c'est-à-dire de fin de course, ce sont des détecteurs de position, des codeurs qui permettent de donner la position de l'arbre de moteur et des caméras de surveillance par exemple. Alors pour l'interface homme-machine, donc on peut trouver des boutons ou des voyants. Alors les boutons, c'est-à-dire ils peuvent commander le système, donc le bouton marche ou arrêt par exemple, et des voyants qui informent l'opérateur par le déroulement du système avec des voyants de différentes couleurs. Et on peut par l'intermédiaire d'un écran tactile changer les paramètres du système donc, et commander l'automate programmable et bien sûr donc effectuer des opérations. Alors, dans n'importe quel système automatisé, la partie commande reçoit des consignes, après elle donne des ordres à la partie opérative et la partie opérative donne un compte rendu à la partie commande. Donc il y a une double communication. Comme exemple des systèmes automatisés, il y a des distributeurs de boissons, feux de croisement, passage à niveau, ascenseur ou barrière de parking. La partie commande donc, est gérée par un ordinateur ou des automates programmables. Alors, la partie commande reçoit les consignes de l'opérateur et les comptes rendus de la partie opérative. Et l'adresse des ordres à la partie opérative et des signaux à l'opérateur. C'est son programme qui va gérer tout le processus. Donc, c'est le programme qui est figé dans l'automate programmable. Alors, la partie opérative, donc on indique pas PO, partie opérative, PC, partie commande. La partie opérative, elle effectue des opérations par des actionneurs, tels que moteur, vérin, etc. Elle reçoit des ordres de la partie commande et elle adresse des comptes
rendu à la partie commande. Voilà l'exemple d'un moteur et d'un système industriel géré par un automate programmable. Alors on va voir aussi un exemple d'un passage à niveau. C'est-à-dire il y a donc une barrière qui interdit aux voitures de passer donc si un train arrive. Alors on va voir le graphe 7 correspondant. L'étape initiale, système en attente. Voilà. Une fois le train arrive, donc il y a un signal lumineux et signal sonore, qui indique qu'il y a un train qui arrive. Après une temporisation de 10 secondes, il faut baisser la barrière et laisser les signaux. Alors une fois la barrière est baissée, toujours on doit garder un signal lumineux et un signal sonore qui vont avertir les passagers ou les conducteurs. Voilà, une fois le train passé, il faut lever la barrière. Voilà. Une fois la barrière est complètement levée, donc le cycle recommence. Alors, description d'un système automatisé. Alors, la partie commande est en général composée d'ordinateurs, de mémoire et de programmes. Elle transmet des ordres aux actionneurs à partir du programme qu'il contient, des informations reçues par les capteurs ou des consignes données par l'utilisateur ou par l'opérateur. Pour la partie opérative, il consomme de l'énergie électrique, pneumatique ou hydraulique. Oui. Donc, il comporte en général un bâti, des actionneurs, alors des actionneurs qui permettent de transformer l'énergie reçue en énergie utile, moteur, vérin, lampe. Alors dans notre système, la partie opérative elle est présentée ici par un moteur, qui permet de lever la barrière ou de fermer la barrière. Un signal lumineux, c'est une lampe ou des LED. Alors, la partie opérative est composée aussi des capteurs qui transforment la variation de grandeur physique liée au fonctionnement de l'automatisme en signaux électriques. Alors, dans notre cas, il y a un capteur qui détecte la position de la barrière. La fonction d'automate programmable. Alors, les entrées d'une automate programmable, on affecte des capteurs. Alors, ces capteurs donnent des informations à l'entrée de l'automate programmable. Donc, ces informations, bien sûr, en fonction du système qu'on doit gérer. Alors, les sorties de l'automate programmable donnent des ordres au préactionneur. Alors, bien sûr, tout cela est géré par un programme. Donc, la fonction de l'automate programmable, c'est de traiter les informations entrantes pour émettre des ordres de sortie en fonction d'un programme. Alors, fonctionnement de l'automate programmable, c'est la structure interne d'une automate programmable. On trouve ici des modules des entrées, modules des sorties, unité de traitement qui permet de traiter des opérations mathématiques ou arithmétiques ou booléennes. Ici, une RAM, c'est-à-dire read access memory, c'est-à-dire qu'une mémoire, à l'aide de cette mémoire, on peut lire ou bien écrire des données. Alors, il y a 4 tâches organisées par l'automate programmable. La première tâche, c'est la gestion du système, c'est l'autocontrôle de l'automate. Deuxième tâche, c'est l'acquisition des données en entrée, mémorisation. Alors, troisième tâche, c'est le traitement des données, c'est-à-dire l'exécution du programme. Et quatrième tâche, c'est l'affectation des sorties, c'est-à-dire l'unité de traitement va émettre des ordres, donc va émettre des ordres au module de sortie. Alors, on va voir comme exemple, on va essayer de voir l'automatisation d'un parking par
un automate programmable industriel Zilio. Alors, comme vous voyez ici, donc c'est une barrière de parking. Donc, il y a des capteurs qui détectent la présence d'une voiture. Donc, une fois la voiture est présente devant la barrière se lève pour laisser entrer la voiture. Une fois la voiture est rentrée, la barrière se ferme. Donc, on va essayer d'automatiser ce système par Zilio. Alors voilà donc le système de la barrière de parking. Il est composé d'une partie opérative, donc constituée par un moteur asynchrone triphasé, un petit moteur bien sûr, qui permet de lever ou baisser la barrière. La partie commande est constituée par automate programmable, automate programmable, donc c'est une automate programmable, voilà les entrées de l'automate programmable, et en rouge, c'est la sortie de l'automate programmable, c'est l'automate qui permet de traiter les données. Alors là, on a un clavier donc, qui permet au conducteur de faire entrer un code qui sera vérifié par l'automate programmable. Et on peut commander ce système par une télécommande donc, qui permet au conducteur de commander la barrière pour se lever ou pour se fermer. Les capteurs. Alors, on a des capteurs S1 et S2. Ce sont des capteurs de fin de course, ça veut dire qu'ils détectent la position de la barrière, s'il est en haut ou en bas. Il y a deux positions. Alors, voilà la désignation de ces capteurs. C'est un capteur électromécanique. Donc, il permet de détecter la position basse ou la position haute de la barrière. Donc, la grandeur d'entrée, c'est une position mécanique de la barrière. Donc, il donne un signal de sortie tout ou rien, ça veut dire 5 ou 0 volts. Alors, on a d'autres capteurs, ce sont des capteurs B1 et B2, ce sont des capteurs photoélectriques. Alors, photoélectrique, ça veut dire photo-lumière électrique, un signal électrique. Alors, voilà, il y a un capteur qui détecte la présence de la voiture et l'autre capteur va détecter la sortie de la voiture, c'est-à-dire l'entrée complète sur le parking. Alors le principe normalement de ces capteurs photoélectriques, donc il y a un récepteur et émetteur. Donc ces capteurs vont émettre un signal lumineux. Lorsque ce signal est rompu par le passage d'une voiture, donc il y a un signal de sortie électrique qui est un signal tout ou rien. Voilà, donc c'est un signal de sortie tout ou rien. Le signal d'entrée, c'est un signal lumineux. Alors l'automate programmable, donc c'est un automate Zilio. Alors, module logique Zilio. La fonction de l'automate programmable, c'est le contrôle et le traitement du système. Alors, les entrées, on a ici, Zilio, donc c'est d'après sa référence. Il y a 6 entrées tout ou rien, 4 analogiques et 2 numériques, donc 0, 10 volts. Les grandeurs de sortie, donc ce sont 4 sorties, c'est-à-dire on peut affecter 4 sorties tout ou rien. Donc d'après le système, on fait le choix d'automate programmable. Donc ça fait, est-ce qu'on a 4 entrées ou bien 6 entrées ou bien 8 entrées, donc il faut choisir l'automate programmable en fonction du nombre d'entrées qu'on a et le nombre de sorties. Alors les préactionneurs est représenté dans notre système par un variateur de vitesse. Donc c'est un variateur qui permet d'alimenter le moteur et permet aussi de varier la vitesse du moteur qui permet de lever ou de baisser la barrière. Donc là on a des voyants lumineux H1 et H2 qui permet de donner un signal pour nous avertir sur le fonctionnement du cycle. Voilà, cycle en cours.
là, on a deux contacteurs. Contacteur K4 qui permet de commander le moteur en sens, par exemple, droit, et KA5 qui permet de commander le moteur dans l'autre sens. Donc, bien sûr, si on a un moteur qui va fonctionner en deux sens, donc on aura besoin de deux contacteurs. Si on aura besoin d'un moteur qui va, par exemple, tourner dans un seul sens de marche, on utilise un seul contacteur. Alors, ce variateur de vitesse, donc, il a une puissance de 200 watts. Donc, sa fonction est alimenter le moteur et faire varier sa vitesse. Donc, il est alimenté avec 230 volts alternatifs et il permet d'alimenter un moteur asynchrone triphasé. Alors, pour l'actionneur, c'est un moteur asynchrone triphasé, petit moteur de 24 watts. Alors, donc 230 volts. C'est un convertisseur électromécanique. Il permet de convertir l'énergie électrique en énergie mécanique. Alors, pour le dialogue entre l'automate programmable et l'opérateur ou l'utilisateur, le constituant numéro 1 donc, est désigné par un clavier à code numérique. On a dit que ce code donc, il autorise l'accès, c'est-à-dire sortie ou entrée de la véhicule. Il y a une télécommande qui permet d'ouvrir ou fermer la barrière de parking. Et il y a des voyants lumineux qui donnent des messages visuels à l'opérateur. Donc cette constitution permet de dialoguer entre l'automate et l'opérateur. Alors, cycle de fonctionnement. Alors, premièrement, si un nouveau véhicule se présente devant la barrière en entrée du parking, c'est-à-dire le détecteur donc, photoélectrique, le capteur photoélectrique va détecter la présence d'une voiture, c'est le capteur B1. Deuxièmement, la barrière s'ouvre. Et troisièmement, lorsque la barrière est entièrement ouverte, le véhicule peut entrer dans le parking en franchissant la barrière. Lorsque le véhicule a franchi l'entrée du parking, la barrière peut se refermer. Alors, la barrière redescend afin de fermer le parking. Une fois la barrière est refermée, donc le cycle recommence et on attend un autre véhicule. Affectation des entrées et sorties. Donc avant de commencer la programmation, l'automate programmable, il faut affecter les entrées du système, c'est-à-dire les capteurs, les interrupteurs, les boutons à l'entrée de l'automate programmable et affecter les sorties c'est-à-dire du système, c'est-à-dire les actionneurs, les préactionneurs, aux sorties de l'automate programmable. Alors, comme vous voyez ici, donc, on a la présence véhicule à l'entrée, donc effectuée par le capteur B1, c'est un capteur photoélectrique, il est affecté à l'entrée I1. Donc, le capteur B2 qui détecte l'entrée de véhicule, il est affecté à l'entrée I2. Fin de course S1, c'est-à-dire capteur de position, donc il est affecté à IB. Et fin de course, le deuxième fin de course S2 qui détecte c'est-à-dire la levée de la barrière, donc il est affecté à l'entrée IC. Alors pour les sorties, alors pour lever la barrière, le moteur asynchrone donc, est commandé par le relais KA4. Donc ce relais KA4 est affecté à la sortie Q3. Alors pour baisser la barrière, il faut commander le relais KA5. C'est un contacteur KA5 donc, qui est affecté à la sortie Q4. Et pour allumer le voyant, donc la lampe sera affectée à Q2. C'est-à-dire si Q2 égale à 1, la lampe s'allume. Si Q4 égale à 1, le moteur tourne dans un sens. Si Q3 égale à 1, le moteur tourne dans l'autre sens pour lever, par exemple, la barrière. Alors, donc, voilà le module logique programmable. Donc, on a utilisé 4 entrées, I1, I2, IB, IC, et 3 sorties, Q2, Q3 et Q4. Alors, programmation du graphe 7 en langage ladder. Donc, voilà, on va voir le graphe 7 niveau 2, c'est-à-dire le graphe 7 du point de vue système. Alors, une fois
un véhicule est présent à l'entrée, il faut lever la barrière et allumer le voyant. Une fois la barrière est levée, le voyant toujours reste allumé et le véhicule peut entrer. Une fois la barrière, donc il faut baisser, une fois le véhicule est entré, il faut baisser la barrière et allumer le voyant. Voilà, donc il y a ici deux conditions. Donc on peut, comme on a vu dans le cours de graphe 7, donc là on a une divergence en ou, c'est-à-dire il va suivre cette voie ou cette voie. Alors si la barrière est baissée et pas de véhicule à l'entrée, donc il va suivre, voilà, il va recommencer le cycle. Et si le véhicule est présent à l'entrée, donc si un autre véhicule est présent à l'entrée, donc à ce moment-là, il va passer directement à l'étape 2, c'est-à-dire il va lever la barrière et allumer le voyant. Alors, on va traiter maintenant la partie commande du graphe 7. Alors bien sûr, on va utiliser les affectations. Voilà, on va utiliser les affectations des entrées et sorties. Il faut respecter ces affectations. C'est-à-dire I1 pour B1, I2 pour le capteur B2, Q3 pour lever la barrière, Q4 pour baisser la barrière. Voilà, donc, alors, lever la barrière, donc, il est présenté par Q3. Alors, barrière levée, donc, elle est affectée à IB. Alors, véhicule entrée, il est affecté, le voyant lumineux, il est affecté à Q2. Après, véhicule entrée, il est affecté à I2. Alors, baisser la barrière, il est affecté à la sortie Q4. Allumer le voyant, toujours affecté à la sortie Q2. Véhicule présent à l'entrée, affecté à I1. Voilà, pardon. Donc là, on a IC fois I1 bar, c'est-à-dire, pour que cette réceptivité soit vraie, il faut que IC égale à 1 et I1 bar égale à 1. Donc I1 bar, pourquoi c'est écrit I1 bar? Parce qu'on n'a pas de véhicule à l'entrée. Pas de véhicule à l'entrée, I1 bar. Véhicule à l'entrée, I1. Alors, maintenant, donc, on va faire le programme ladder, en langage ladder. Alors là, donc, on a ici 1, 2, 3, 4 étapes. Alors, donc, chaque étape, elle est bien sûr présentée par deux sorties SM1 et RM1. SM1 pour l'activation de l'étape 1, RM1 pour l'activation de l'étape 1. Alors, l'activation de l'étape 1 se fait puisque c'est une étape initiale, il se fait si toutes les autres étapes qui viennent par la suite sont fermées. Voilà, c'est-à-dire M2 bar, M3 bar, M4 bar. Ou voilà, et en parallèle. Ou, c'est-à-dire un montage en parallèle. Ou si l'étape 1, c'est-à-dire si l'étape 4 est active, donc l'étape 1, et, c'est-à-dire fois I1, voilà, fois I1 bar, fois IC. Donc on recommence, on va expliquer ça. Alors normalement, 1, voilà, regardez, elle est liée à IC, I1 bar. Alors pour activer l'étape 1, voilà, il faut que l'étape 4 soit active et IC fois I1 bar est égal à 1. C'est-à-dire il faut ici qu'on aura M4 fois IC fois I1 bar. Voilà, M4 fois IC fois I1 bar. Alors lorsqu'on a I1 bar, est représenté par un contact normalement fermé. Donc IC est présenté par un contact normalement ouvert. Donc lorsqu'on a le bar, c'est-à-dire il est présenté par un contact normalement fermé. Alors la désactivation de l'étape 1 se fait par l'activation de l'étape 2. Donc RM1 égale à M2. La désactivation de l'étape 3 se fait par l'activation de l'étape 2. Donc RM3 égale à M2. Voilà, RM3 égale à RM3 égale à M4.
M2 égale à M3. Alors la désactivation de l'étape 3 se fait par l'activation de l'étape 4, ça veut dire RM3 égale à M4. RM3 égale à M4. Et la désactivation de l'étape 1, voilà, elle est effectuée, regardez, par l'étape 2. Donc si l'étape 2 est active, elle désactive l'étape 1. Donc la désactivation de l'étape 1 est effectuée par l'activation de l'étape 2. Donc RM1 égale à M2. Alors pour, par exemple, l'étape 2, pour activer l'étape 2, SM2 à quoi égal? Normalement, on peut, avant de faire la programmation ladder, on peut écrire des équations. Alors, voilà. SM2 à quoi égal? Quand est-ce que l'étape 2 est active? Si l'étape 1 est active et I1 égale à 1, c'est-à-dire M1 fois I1. Voilà, M1 fois I1. Ou, c'est-à-dire on va faire un montage en parallèle. Ou, regardez, on va suivre cette ligne. Voilà. Voilà. Ou M4, l'étape 4 est active et I1 égale à 1, c'est-à-dire M4 fois I1. Voilà, M4 fois I1. Donc M4 fois I1 ou M... Alors toujours SM2 ou M1 fois I1. Donc M1 fois I1 ou M4 fois I1. Alors pour SM3 par exemple, voilà. Alors pour activer l'étape 3, il faut que l'étape 2 soit égale à 1 et IB égale à 1. Donc M2 fois IB. M2 fois, M2 fois IB. Pour SM4, c'est-à-dire pour activer l'étape 4, il faut que M3 égale à 1 et I2 égale à 1. Donc SM4 égale à M3 fois I2. Voilà, SM4 égale à M3 fois I2. Alors maintenant pour Q1, Q2, Q3, regardez ici, Q3 se trouve donc avec l'étape 2. Donc Q3 égale à M2. Q2, voilà Q2, il est associé à l'étape 3, l'étape 2 et l'étape 4. Donc Q2 égale à M2 ou M3 ou M4. C'est-à-dire M2, on parlait avec M4. Maintenant Q4, voilà, il est affecté avec l'étape 4. Donc Q4 égale à M4. Et merci pour votre attention. C'est